En 1973, Brigitte Bardot a fait quelque chose que très peu de stars osent faire au sommet de leur pouvoir. Elle a arrêté. Pas une pause stratégique, pas un retrait calculé avant un retour triomphal. Elle a quitté le cinéma à 39 ans, alors que son nom circulait encore dans le monde entier, alors que son visage suffisait à vendre des journaux, des films, des fantasmes, une idée entière de la France. Et ce qui rend ce départ fascinant, ce n'est pas seulement qu'elle ait tourné le dos aux caméras, c'est ce qu'elle a choisi à la place. Des chenils, des abattoirs, des phoques massacrés sur la banquise, des lettres aux ministres, des campagnes contre la fourrure, des refuges, des procès, des polémiques, une fondation, une cause qui allait occuper la deuxième moitié de sa vie avec une intensité parfois admirée, parfois critiquée, mais rarement indifférente. La promesse est simple, comprendre comment une femme fabriquée par le cinéma comme sexe-symbole mondial a fini par considérer que son rôle le plus important n'était pas à l'écran, mais auprès des animaux. Et comprendre aussi le prix de ce choix, parce que l'histoire n'est pas propre, ni parfaitement héroïque. Elle est plus intéressante que ça. Il faut d'abord corriger une image. Brigitte Bardot n'a pas vraiment quitté Hollywood, comme une actrice installée dans les studios américains aurait pu le faire. Sa carrière est française, européenne, internationale. Hollywood l'a regardée, désirée, courtisée parfois. Mais Bardot n'a jamais été simplement un produit hollywoodien. Elle a plutôt quitté quelque chose de plus vaste, l'industrie du désir qui s'était construite autour d'elle. Et cette industrie avait commencé très tôt. Brigitte Bardot naît à Paris en 1934 dans une famille bourgeoise. Avant le cinéma, il y a la danse, la discipline, le corps tenu droit, les exercices, le regard des autres déjà posé sur elle, mais pas encore sous la forme d'un culte mondial. Adolescente, elle apparaît dans des magazines, notamment dans un contexte de mode. Très vite, son image attire l'attention. Elle n'est pas encore bébé, mais quelque chose se met en place. Une silhouette, une présence, une manière d'être photographiée. Puis arrive Roger Vadim. Leur relation, leur mariage, leur collaboration artistique vont devenir une partie centrale du mythe Bardot. Là encore, il faut rester prudent. Les récits sur sa découverte et sa transformation en star ont souvent été racontés comme des légendes. Mais ce qui est clair, c'est que Vadim comprend très tôt que Bardot peut représenter quelque chose de nouveau. Pas seulement une jolie actrice, pas seulement une ingénue. Une rupture. Dans la France des années 1950, l'image féminine reste très encadrée. Le cinéma peut être glamour, mais la morale publique pèse encore. La sexualité existe à l'écran bien sûr, mais elle doit souvent être codée, punie, expliquée, ramenée à l'ordre. Bardot arrive avec autre chose. Un naturel travaillé, une sensualité qui semble ne pas demander pardon, une jeunesse qui ne se présente pas comme sage. En 1956, et Dieu créa la femme, sort, réalisé par Roger Vadim. Le film n'est pas seulement un succès lié à son intrigue, il fait exploser une image. Bardot y devient un événement culturel. Sa façon de bouger, de danser, de regarder, de ne pas s'excuser d'être désiré frappe le public. En France, le film fait débat. À l'étranger, il contribue à faire d'elle une star internationale. À partir de là, Bardot n'est plus simplement une actrice, elle devient un signe. Pour certains, elle incarne la liberté sexuelle, pour d'autres, la provocation. Pour la presse, elle devient un sujet inépuisable. Pour les photographes, une proie. Pour le cinéma, une marchandise précieuse. Pour le public, une figure sur laquelle chacun projette ce qu'il veut. Et c'est là que commence le piège. Parce que le sexe symbole est souvent présenté comme une forme de pouvoir. Être désiré par le monde entier, être reconnu partout, être payé, être filmé, être imité. Vu de l'extérieur, cela ressemble à une victoire. Mais ce pouvoir est ambigu. Il appartient aussi à ceux qui regardent, à ceux qui photographient, à ceux qui vendent, à ceux qui décident quelle image doit rester. Bardot devient BB, deux initiales qui fonctionnent presque comme une marque. Sa coiffure, son maquillage, ses robes, ses poses, sa moue, tout est commenté. Saint-Tropez devient associé à son nom. La Madrague, sa maison, devient un élément de décor dans le récit public. Sa vie sentimentale devient un feuilleton. Ses mariages, ses séparations, ses gestes, ses colères, tout est observé. Ce n'est pas seulement la célébrité, c'est la dépossession. Une actrice peut choisir un rôle, une star peut négocier un contrat, mais un mythe, lui,
échappe à la personne qui l'a déclenché. Bardot se retrouve enfermé dans Bardot. Chaque nouveau film doit dialoguer avec l'image déjà construite. Si elle joue la sensualité, on dit qu'elle se répète. Si elle cherche autre chose, on la ramène à son corps, à son visage, à sa légende. Elle tourne beaucoup. Elle travaille avec des réalisateurs importants. On pense à Jean-Luc Godard pour Le Mépris en 1963, où son image est justement utilisée, examinée, presque disséquée. On pense aussi à Louis Malle, à Henri-Georges Clouzot, à d'autres cinéastes qui voient en elle davantage qu'une pin-up. Bardot n'est pas seulement une affiche, elle a une présence d'actrice, une fragilité, une insolence, parfois une dureté, parfois une fatigue perceptible. Mais l'industrie et le public retiennent souvent moins le jeu que l'icône. C'est une tension essentielle pour comprendre son retrait. Bardot ne quitte pas un métier quelconque. Elle quitte un système où son image est plus puissante qu'elle-même. Elle quitte une machine qui a besoin qu'elle reste jeune, désirable, disponible, photographiable. Et cette machine ne sait pas très bien quoi faire d'une femme qui vieillit, qui se lasse, qui refuse, qui ne veut plus être regardée de cette façon. Il y a aussi la pression physique et psychologique. Les paparazzis ne sont pas une invention récente. Bardot a vécu une forme de traque médiatique permanente. Ses gestes quotidiens pouvaient devenir des images vendues. Ses vacances, ses amours, ses moments de faiblesse, tout pouvait être exposé. Les récits de l'époque et les témoignages ultérieurs décrivent une célébrité lourde, parfois suffocante. Il ne s'agit pas d'imaginer ses pensées à sa place, mais le contexte est clair. Être Bardot signifiait ne presque jamais appartenir entièrement à soi-même. Alors, quand elle annonce qu'elle arrête le cinéma en 1973, ce n'est pas une lubie isolée. C'est le résultat d'une accumulation. Elle a 39 ans. Elle a déjà derrière elle une carrière que beaucoup auraient étirée encore 20 ans. Elle a tourné des dizaines de films. Elle a chanté. Elle a été photographiée partout. Elle a connu une gloire qui n'était pas seulement artistique, mais planétaire. Et elle décide de sortir du cadre. À ce moment-là, beaucoup auraient pu penser « elle reviendra ». Le cinéma aime les retours, la presse aussi. Une star qui disparaît devient un récit, puis le récit appelle une réapparition. Mais Bardot ne revient pas vraiment. Elle ne construit pas une deuxième carrière d'actrice mûre. Elle ne cherche pas à prouver qu'elle peut échapper à son ancienne image par des rôles plus graves. Elle ferme la porte. Et presque immédiatement, une autre obsession prend de plus en plus de place, les animaux. Il serait tentant de raconter cela comme une illumination soudaine. La star aurait vu une souffrance et tout aurait changé. Mais les trajectoires humaines sont rarement aussi simples. Bardot avait déjà un attachement ancien aux animaux. Beaucoup de récits sur sa vie évoquent sa proximité avec eux, sa maison peuplée d'animaux, sa sensibilité à leur sort. Ce qui change après le cinéma, c'est l'échelle. Ce n'est plus seulement une affection privée, cela devient une cause publique. Et la cause n'est pas confortable. Défendre les animaux, dans les années 1970 et 1980, n'a pas exactement le même statut qu'aujourd'hui. Bien sûr, il existe déjà des associations, des campagnes, des débats, mais la sensibilité dominante est différente. La fourrure reste largement associée au luxe. L'élevage industriel est beaucoup moins visible pour le grand public. Les images d'abattoirs circulent moins facilement. Les campagnes de protection animale doivent se battre pour obtenir de l'attention. Bardot possède précisément ce que les militants ont souvent du mal à obtenir, l'attention immédiate des médias. Son nom ouvre les micros, son visage attire les caméras, sa colère fait vendre des journaux. Et elle utilise ce capital pour parler de sujets que le glamour préfère généralement cacher. L'un des moments les plus marquants est son engagement contre la chasse aux phoques. À la fin des années 1970, elle se rend au Canada pour dénoncer le massacre des bébés phoques. Les images de Bardot sur la banquise deviennent fortes parce qu'elles opposent deux mondes. D'un côté, l'ancienne déesse du cinéma, associée aux plages, aux robes, aux flashs. De l'autre, la glace, le sang, les animaux tués pour leur peau, une violence que beaucoup de spectateurs ne voulaient pas voir. L'effet médiatique est puissant. Il serait exagéré de dire qu'elle a, seule, changé toute l'histoire de cette chasse. Les combats politiques et économiques sont toujours plus complexes. D'autres militants, d'autres organisations, d'autres pressions internationales ont joué un rôle. Mais Bardot donne à la cause une visibilité énorme. Elle transforme un sujet lointain en scandale visible.
C'est là que son renoncement devient stratégique, même s'il n'a peut-être pas été pensé ainsi au départ. Elle n'est plus obligée de jouer le rôle de Bardot au cinéma. Elle peut retourner le mythe contre le monde qu'il a fabriqué. Les médias veulent Bardot, très bien. Elle leur donne Bardot, mais devant des animaux tués, pas sur un tapis rouge. Ils veulent son image, elle l'attache à une cause qui dérange. Ce déplacement est brutal. Pendant des années, son corps a été utilisé pour vendre le désir. Désormais, son nom sert à montrer la souffrance. Le public qui voulait la voir belle doit l'entendre parler de cruauté. Les journalistes venus chercher une légende du cinéma repartent avec des campagnes contre les abattoirs, les cirques, les laboratoires, la fourrure. Mais ce choix a aussi un coût. Quand une star se retire, elle perd une partie du contrôle narratif. Tant qu'elle tourne, la carrière produit des actualités régulières. Films, festivals, chansons, interviews. Après le retrait, chaque prise de parole devient plus lourde. Bardot n'est plus protégée par le mouvement de l'industrie. Elle devient une figure isolée, souvent radicale, parfois excessive dans ses formulations. Et c'est ici qu'il faut éviter l'hagiographie. Brigitte Bardot n'est pas seulement une militante admirée pour les animaux. Elle est aussi une personnalité controversée. Au fil des années, certaines de ses déclarations publiques, notamment sur l'immigration, l'islam, l'abattage rituel ou la société française, lui ont valu de fortes critiques et plusieurs condamnations en France pour incitation à la haine raciale. Ces faits font partie de son histoire publique. Les passer sous silence rendrait le portrait faux. Cela ne supprime pas son action pour les animaux, mais cela empêche de la raconter comme une sainte laïque. Bardot est une figure de rupture, pas une figure lisse. Son engagement animalier est réel, durable, structuré. Ses propos politiques ou sociaux ont souvent choqué, parfois blessé, et ont été sanctionnés par la justice. Les deux éléments coexistent, et cette coexistence rend son héritage difficile à classer. C'est d'ailleurs l'un des aspects les plus intéressants de son grand renoncement. Elle n'a pas quitté le cinéma pour devenir une icône consensuelle. Elle a quitté une forme de scandale pour une autre. Avant, elle scandalisait par son corps, sa liberté, sa sexualité perçue. Après, elle scandalise par ses combats, ses excès, ses prises de position, son refus de parler avec les codes attendus. Dans les deux vies, Bardot dérange. Mais la nature du dérangement change. La jeune Bardot dérangeait parce qu'elle semblait incarner une femme qui échappait aux règles morales. La Bardot militante dérange parce qu'elle refuse souvent les compromis, parce qu'elle met la souffrance animale au centre, parfois au point d'écraser d'autres dimensions du débat, et parce que ces mots peuvent devenir violents. Son engagement se structure surtout avec la création de la fondation Brigitte Bardot au milieu des années 1980. Pour la financer, elle vend une partie de ses biens personnels, dont des bijoux et des objets liés à sa carrière. Le geste est symbolique. Elle transforme les reliques de la star en capital pour la militante. Ce que le public adorait comme trace du mythe devient un outil pour financer des refuges, des campagnes, des actions juridiques, des interventions. La fondation sera ensuite reconnue d'utilité publique en France, au début des années 1990. Elle agit sur plusieurs terrains: protection des animaux domestiques, lutte contre l'abandon, opposition à certaines pratiques d'élevage ou d'abattage, dénonciation de la fourrure, aide à des refuges, campagnes internationales. Comme toute organisation militante, son action peut être débattue, critiquée, évaluée. Mais sa durée est incontestable. Et la durée compte. Beaucoup de célébrités soutiennent des causes. Elles prêtent leur image, enregistrent un message, apparaissent à un gala. Ce n'est pas inutile. Mais Bardot fait autre chose. Elle consacre des décennies à cette cause, au point que pour les générations plus jeunes, elle devient parfois davantage associée aux animaux qu'au cinéma. C'est un renversement rare. La plupart des stars restent prisonnières de leur premier mythe. Bardot réussit, au moins partiellement, à déplacer le centre de son nom. Mais pourquoi les animaux? On peut répondre simplement parce qu'elle les aime. Mais cette réponse est trop courte. Dans son cas, les animaux représentent aussi un espace hors du jeu social qu'il a épuisé. Les animaux ne regardent pas Bardot comme les paparazzis la regardaient. Ils ne lui demandent pas d'être jeune, ils ne lui demandent pas de séduire. Ils ne commandent pas ses rides, ses mariages, ses films, ses contradictions. Ils existent dans une relation plus directe, plus brute. Bien sûr, c'est une interprétation. Il ne faut pas prétendre lire son âme.
Mais dans ses prises de parole publiques, Bardot a souvent opposé son amour des animaux à sa déception vis-à-vis des humains. Ce thème revient suffisamment pour qu'on le remarque. La cause animale devient alors plus qu'une cause morale. Elle devient un refuge, un langage, une manière de vivre après la célébrité. Et cela explique peut-être pourquoi son engagement paraît si absolu. Pour beaucoup de militants, la cause animale est un combat parmi d'autres. Pour Bardot, elle semble devenir le centre. Elle ne cherche plus l'équilibre d'une carrière publique classique. Elle ne veut pas apparaître agréable à tout le monde. Elle ne veut pas forcément convaincre avec douceur. Elle veut dénoncer. Et cette énergie vient probablement de loin, d'une fatigue, d'une colère, d'un dégoût de la violence faite aux êtres vulnérables, mais aussi d'un rejet du monde médiatique qu'il avait utilisé. C'est là qu'on peut relire sa carrière autrement. Au début, Bardot est présenté comme l'objet du regard. La caméra la cadre, les hommes la désirent, les magazines la découpent en images. Son corps devient un territoire public. Ensuite, dans sa deuxième vie, elle choisit elle-même où diriger le regard. Elle force la caméra à se tourner vers l'animal, vers celui qui ne parle pas dans les journaux, vers celui qui ne peut pas organiser sa défense, vers celui dont la souffrance reste souvent invisible parce qu'elle est économiquement pratique. Ce passage de l'objet regardé au sujet qui montre est peut-être le cœur de son renoncement. Il ne s'agit pas seulement d'abandonner la gloire. Beaucoup d'acteurs arrêtent parce que les rôles diminuent, parce que la fatigue arrive, parce que l'époque change. Bardot, elle, arrête alors que son nom a encore une valeur immense. Elle refuse de continuer à nourrir le système qui l'a construite. Puis elle utilise ce même nom comme une arme. Ce n'est pas un retrait silencieux, c'est une reconversion de puissance. Mais cette puissance reste ambiguë, car elle dépend toujours du mythe Bardot. Si elle n'avait pas été cette femme désirée par le monde entier, ses lettres, ses campagnes, ses indignations auraient-elles eu le même écho ? Probablement pas. La militante doit beaucoup à la star. Elle peut rejeter le cinéma, mais elle ne peut pas effacer ce que le cinéma lui a donné, une notoriété mondiale. C'est une contradiction classique chez les célébrités engagées, mais chez Bardot, elle est particulièrement visible. Elle se détourne du spectacle, pourtant son efficacité vient du spectacle. Elle critique la superficialité médiatique, pourtant elle l'utilise. Elle refuse d'être réduite à une image, mais c'est cette image qui donne du poids à sa parole. La différence, c'est qu'elle change la direction du bénéfice. Avant, l'image Bardot enrichissait surtout le cinéma, les magazines, la mode, les producteurs, toute une économie du regard. Après, elle sert aussi à financer et à médiatiser la protection animale. Ce n'est pas une pure libération, mais c'est un détournement. Et ce détournement explique pourquoi son départ reste si marquant. Imaginez une star contemporaine, au sommet d'une visibilité mondiale, qui annonce « J'arrête tout, je ne veux plus jouer, je ne veux plus être vendu comme image, je vais consacrer le reste de ma vie à une cause impopulaire, coûteuse, parfois choquante, et je vais le faire sans chercher à rester aimable. » La réaction serait énorme. On parlerait de crise, de génie marketing, de dépression, de courage, d'égoïsme, de renaissance. On chercherait une explication simple. Il n'y en aurait pas. Avec Bardot, c'est pareil. Son renoncement est à la fois personnel, moral, médiatique et historique. Personnel, parce qu'il concerne une femme qui ne supporte plus, ou ne veut plus supporter, une certaine forme d'exposition. Moral, parce qu'elle choisit de défendre des êtres qui ne peuvent pas entrer seuls dans l'espace public. Médiatique, parce qu'elle transforme sa célébrité en levier. Historique, parce qu'elle le fait à un moment où la cause animale n'a pas encore la place qu'elle occupe aujourd'hui dans les conversations sur l'éthique, l'alimentation, l'écologie ou la consommation. Ce dernier point est important. Aujourd'hui, les images d'élevages intensifs, les débats sur le bien-être animal, les campagnes contre la fourrure ou les tests sur les animaux font partie du paysage. On peut être d'accord ou non avec les militants, mais le sujet existe. À l'époque où Bardot intensifie son combat, il faut davantage forcer l'attention. Il faut choquer, répéter, écrire, apparaître, insister. Elle le fait avec son tempérament, c'est-à-dire sans toujours séparer la dénonciation de l'emportement. Cela produit de l'efficacité et des dégâts. Efficacité parce qu'une parole tranchante est reprise. Dégâts parce qu'une parole tranchante peut dépasser la cause, viser des groupes humains, alimenter des tensions et finir devant les tribunaux. C'est pourquoi son héritage demande une lecture adulte.
On peut reconnaître le rôle immense qu'elle a joué pour rendre visible la souffrance animale, tout en refusant d'excuser ses dérapages ou ses condamnations. On peut admirer la cohérence de son engagement sans transformer toute sa parole publique en modèle. On peut comprendre sa rupture avec le cinéma sans oublier que le mythe Bardot reste lui-même chargé de contradictions. Car le mythe du sexe symbole n'est jamais innocent. Il promet la liberté, mais enferme souvent. Il célèbre la beauté, mais la consomme. Il donne une visibilité immense, mais retire l'intimité. Il transforme une personne en symbole, puis reproche au symbole de ne pas rester conforme aux attentes. Bardot a été l'une des femmes les plus regardées du XXe siècle. Ce regard l'a rendue célèbre, riche, influente. Il l'a aussi enfermée dans une jeunesse permanente que personne ne peut habiter longtemps. En quittant le cinéma à 39 ans, elle a refusé le spectacle de sa propre transformation sous l'œil du public. Elle a décidé que la suite ne serait pas une négociation avec son ancienne image. Et c'est peut-être cela, le geste le plus radical. Elle ne demande pas au public la permission de vieillir. Elle ne demande pas à l'industrie de lui offrir une sortie élégante. Elle ne tente pas de rester désirable selon les règles qui l'ont rendue célèbre. Elle sort. Puis elle impose un autre sujet. La protection animale devient alors sa dernière grande scène, mais une scène sans fiction. Pas de personnage à interpréter, pas de réalisateur pour couper, pas de scénario pour rendre la fin plus propre. La réalité est confuse, violente, administrative, politique. Il faut collecter de l'argent, gérer une fondation, soutenir des refuges, dénoncer des pratiques, écrire aux autorités, subir les critiques, répondre aux opposants. C'est moins glamour qu'un plateau de cinéma, mais c'est plus durable. Et ce qui frappe, c'est que Bardot n'a jamais vraiment cherché à rendre cette deuxième vie séduisante. Elle ne la présente pas comme une reconversion douce. Elle ne devient pas une ambassadrice policée du bien-être animal. Elle reste dure, frontale, parfois maladroite, parfois excessive. C'est précisément ce qui divise. Certains y voient une sincérité totale, d'autres y voient une incapacité à nuancer. Les deux perceptions peuvent coexister. Mais la question de départ reste: comment une sex symbole a-t-elle quitté la gloire pour les animaux? La réponse tient en 3 mouvements. D'abord, la gloire l'a transformée en image. Bardot devient une icône mondiale, mais cette icône dévore en partie la personne. Plus son nom grandit, plus sa marge de liberté semble se réduire. Le cinéma lui donne un pouvoir immense, mais ce pouvoir passe par le regard des autres. Ensuite, le retrait lui permet de reprendre la main. En arrêtant le cinéma, elle coupe l'alimentation principale du mythe. Elle ne disparaît pas complètement, mais elle refuse de continuer à jouer le rôle que le public attend d'elle. Ce refus est un acte de contrôle. Enfin, la cause animale lui offre un usage nouveau de sa notoriété. Elle ne peut pas effacer Bardot, alors elle utilise Bardot. Elle prend le capital de fascination accumulé par le cinéma et le redirige vers les animaux. Ce n'est pas une fuite hors du monde, c'est un transfert d'énergie. Ce transfert est sa grande rupture. Dans sa première vie publique, elle incarne le désir humain. Dans la seconde, elle accuse la cruauté humaine. Dans la première, elle est regardée. Dans la seconde, elle oblige à regarder. Dans la première, elle est vendue comme liberté. Dans la seconde, elle choisit une liberté beaucoup moins confortable, celle de déplaire. Et c'est pour cela que son histoire continue d'intriguer. Parce que nous sommes habitués aux célébrités qui veulent durer. Durer dans l'image, durer dans le désir, durer dans l'actualité, durer dans la nostalgie. Bardot, elle, a choisi une autre forme de durée. Elle a cessé d'ajouter des films à sa légende pour ajouter des combats à son nom. Le résultat est imparfait, disputé, parfois gênant, mais il est puissant. Si l'on veut comprendre Brigitte Bardot, il ne faut pas séparer trop facilement la star et la militante. La militante naît aussi de la star, contre elle et grâce à elle. La star donne les moyens, la militante donne une direction. La première fabrique le mythe, la seconde tente de le convertir en action. Son plus grand rôle n'est donc peut-être pas celui qu'elle a joué devant Godard, Vadim ou Clouzot. C'est celui qu'elle s'est attribué après avoir quitté les plateaux. Défendre les animaux avec une obstination qui a redéfini son image publique. Pas parce que ce rôle est pur, pas parce qu'il efface les controverses, pas parce qu'il transforme Bardot en héroïne sans ombre, mais parce qu'il est le seul qu'elle n'a pas joué pour plaire. Elle a tourné le dos aux caméras, puis elle les a forcés à filmer autre chose que son visage. C'est là que se trouve le vrai renoncement. Ne plus être seulement l'objet du désir mondial, mais devenir la voix dérangeante d'une souffrance que beaucoup préféraient ignorer.
Et au fond, c'est peut-être la leçon la plus nette de cette trajectoire. Une image peut enfermer une personne, mais elle peut aussi devenir un outil. Tout dépend du moment où l'on décide de ne plus servir le mythe et de commencer à s'en servir. Et vous, quand vous regardez cette trajectoire, que voyez-vous d'abord? La star qui a refusé de rester prisonnière de son image ou la militante dont l'engagement reste impossible à séparer de ses contradictions? Dites-le en commentaire, avec nuance, parce que c'est précisément là que cette histoire devient intéressante.